Bon, ben, merci beaucoup tout d'abord de m'avoir invité à cette université ouverte. Merci aussi d'être venus nombreux pour une avant-veille de vacances et d'avoir sacrifié aux multiples, enfin, une des multiples festivités qui ne manquent pas de mailler, de marquer ce moment de l'année. Alors, moi, j'ai prévu une intervention finalement assez brève, mais qui peut faire l'objet de discussions. Et bien entendu, vous pouvez m'interrompre quand vous voulez pour poser des questions. Donc, en fait, je me suis au départ demandé sur quel thème intervenir dans le cadre de cette université ouverte. Et j'ai choisi de ne pas parler du numérique parce que tout le monde parle de la transformation numérique aujourd'hui. Donc je me suis dit, autant prendre un autre sujet. Alors j'ai pris un sujet vraiment ennuyeux, qui est la gouvernance économique. Finalement, ça n'intéresse personne. En plus, parler de gouvernance économique, ça fait tout de suite technocratique, etc. Mais je voudrais justement revenir sur la raison pour laquelle j'ai choisi ce sujet, parce qu'il me semble que c'est un sujet d'actualité, c'est qui doit assurer la gouvernance économique. Alors, tout de suite, je voudrais préciser une chose. Effectivement, il y a deux façons de comprendre la notion de gouvernance économique. Il y a la gouvernance macroéconomique, ce que font les banques centrales, les gouvernements qui gèrent la monnaie, les taux de change, les grandes masses macroéconomiques. Ça, je ne vais pas en parler du tout. Mais on parle aussi, quand les gouvernements font ça, de gouvernance économique et de régulation de l'économie. Moi, ce dont je vais parler, en fait, c'est de la régulation des marchés et de l'organisation des marchés. Et en fait, il me semble que c'est un sujet finalement malgré tout d'actualité parce que une façon d'interpréter la vague populiste que l'on vient de voir triompher aux États-Unis ou en Grande-Bretagne ces derniers mois, et que l'on voit influencer fortement, en tous les cas, le débat politique un peu partout dans les pays de l'OCDE, c'est finalement, on peut l'interpréter comme une volonté du politique de reprendre le contrôle de l'économie. L'économie se serait développée de manière débridée, autonome, et les politiques, les populistes seraient de retour et vont nous rétablir des frontières qui ont été détruites par l'économie, vont stopper la concurrence qui détruit les emplois, etc. etc. Et en fait, cette vague populiste, elle peut très largement être interprétée comme cela. Alors cette vague populiste, on le sait, elle influence fortement la politique en général, au-delà justement du débat purement électoral. Et j'en veux pour preuve une commission d'enquête qui a été lancée à la surprise de tout le monde par le Sénat au cours de l'année 2015, le Sénat français. Donc il y a des sénateurs qui ont organisé une commission d'enquête sur les autorités administratives indépendantes. Alors c'est quoi ces autorités administratives indépendantes? Concrètement, c'est les organisations comme la CNIL, comme l'autorité de la concurrence, comme la CRE qui régule le domaine de l'énergie, comme l'ARCEP qui régule le domaine des télécoms, etc. Alors en France, il faut savoir qu'il y a plus d'une quarantaine d'autorités de la concurrence qui ont été créées au cours des 25 dernières années, 30 dernières années enfin. En tous les cas, la première, ça a été la CNIL qui a été créée, et puis ensuite, il y a des tas d'autres autorités qui ont été créées. Alors, dans ces autorités, en fait, elles ne sont pas toutes des régulateurs économiques. Typiquement, par exemple, la CNIL, au départ, n'est pas du tout un régulateur économique. Mais il y a tous les régulateurs économiques, les fameux régulateurs des secteurs d'activité. Voilà. Donc aujourd'hui, le régulateur des marchés financiers, le régulateur des télécoms, tout ça, c'est des autorités administratives indépendantes. Et puis, il y a des régulateurs... donc, il y a d'autres régulateurs qui sont des régulateurs gérant des questions plus civiques. Au départ, la CNIL, elle a été créée pour protéger les droits fondamentaux des individus face au développement de l'informatisation. Tiens, on la retrouve, le numérique, etc. Et en fait, ces autorités, elles ont souvent des compétences
Un peu complexe, hein, parfois elle gère à la fois des choses purement économiques, parfois elle gère des choses purement euh, de type droit civique. Je prends par exemple le défenseur des droits, hein, voilà, qui est une autorité administrative indépendante. Parfois, ils ont des missions un peu hybrides. Aujourd'hui, la CNIL, en fait, elle a un rôle économique puisque en régulant les données, enfin la gestion des données informatiques, elle influence en fait le développement des marchés numériques, etc. Alors c'est pas tellement pour revenir là-dessus, mais donc le Sénat à l'été 2015 ou à l'automne 2015 a lancé une commission d'enquête et a convoqué tous les présidents d'autorités indépendantes, justement, d'autorités administratives indépendantes. Et en fait, ces enquêtes ont donné lieu à un rapport du Sénat et qui bon, est un rapport du Sénat, donc assez long, assez détaillé, etc. Mais si on le résume en quelques mots, en gros, disait, bah, ces autorités, en fait, ça correspond à un démantèlement de la puissance publique. Autrefois, tout ça était géré par des ministères et donc était sous l'autorité à la fois du gouvernement et du Parlement. Et aujourd'hui, ben, on a ces autorités indépendantes qui gèrent ces domaines importants pour les concitoyens, tant pour des raisons économiques que pour des raisons civiques. Et en fait, c'est tout à fait scandaleux, c'est un démantèlement de l'État, c'est un affaiblissement de l'État, et il faut réorganiser ces autorités, il faut voilà, rétablir un contrôle plus fort du politique sur ces autorités qui étaient accusées implicitement de travailler de manière indépendante, justement. Et donc, on voit là une autre manifestation, en fait, de la volonté politique de reprendre le contrôle de ces activités qui sont gérées par des experts indépendants. Et puis, évidemment, on voit dans le débat, au-delà, dans le débat public, hein, ce mouvement de remise en cause, voilà, du fait que l'économie, puisqu'on va parler de ça, aurait une certaine autonomie par rapport aux politiques. Il suffit de regarder les journaux. Voilà, il y a cette idée qu'on est à la fin d'une vague libérale et qu'il y a une reprise de contrôle par des autorités publiques. Alors des fois des élus, des fois des non-élus. Ça dépend du régime dans lequel vous êtes. Bon, il y a aussi plein de régimes où de toute façon les gens sont élus, mais c'est quand même des régimes pas complètement démocratiques, enfin, etc. Et c'est cette idée que les élus, que les politiques, en fait, doivent contrôler l'économie. Alors, admettons que ce soit juste comme idée, admettons que ce soit justifié. Alors, quelles seraient les solutions? Est-ce que si le politique doit reprendre le contrôle de l'économie, comment on fait? Alors, la première solution, bah, c'est on recrée des États, on substitue en fait le public au privé, on remplace ce qui est fait par le privé par le public, et donc on nationalise, enfin, etc., etc. Bon. Alors, on sait qu'il y a quelques expériences historiques voilà, de gouvernement de l'ensemble de l'économie par l'État, et on sait que c'est pas toujours très efficace, etc. Alors donc évidemment, la solution alternative, c'est d'avoir plus de règles. Finalement, c'est ça qui est l'idée dominante. On va réguler l'économie, on va re-réguler l'économie, et elle va être régulée sous l'égide des politiques qui vont garantir, implicitement c'est ça l'idée, qui vont garantir l'intérêt général, l'intérêt de leurs mandants, etc., etc. Alors l'intérêt général, l'intérêt de leurs mandants, on y reviendra. L'intérêt des mandants des politiques, c'est pas forcément l'intérêt général, c'est l'intérêt de la majorité plus un. Mais ça dépend aussi du système électoral. Aux États-Unis, semble-t-il, ceux qui sont élus, c'est ceux qui ont la minorité des voix. Donc voilà, enfin bon, et en plus, c'est pas évident que ce soit eux qui assurent, ceux qui votent, enfin, là, qui élisent le nouveau président et le nouvel exécutif. Il n'est pas tout à fait évident que ce soit eux qui garantissent
la prospérité économique des États-Unis. Mais peu importe, c'est ça la logique. Voilà, donc il faudrait réguler, etc. Mais à ce moment-là, effectivement, qui doit réguler? Qui doit réguler? Est-ce que c'est l'exécutif? Est-ce que c'est le Parlement? Est-ce que c'est l'administration, c'est-à-dire des experts? Est-ce que ce sont les parties prenantes? Il y a aussi beaucoup de marchés qui sont gérés par les parties prenantes. Historiquement, beaucoup de marchés sont régulés par les parties prenantes parce que, on va le voir dans un instant, les marchés, c'est des objets très très complexes. Il y a besoin de faire beaucoup de choses et les règles sont définies par les parties prenantes et mises en œuvre par les parties prenantes. Par ailleurs, on voit des paradoxes, comme le cas américain, où, semble-t-il, si on lit entre les lignes l'administration Trump qui est en train de se mettre en place, on dit que c'est... Enfin, on se fait élire sur l'idée que c'est les politiques qui vont reprendre le pouvoir, et en fait, c'est les parties prenantes qui vont reprendre le pouvoir, en tous les cas pour les marchés financiers et un certain nombre d'autres marchés. Donc, enfin, voilà. Donc, voilà. Donc, d'où le titre de la conférence... Voilà, qui doit réguler l'économie? Et on va essayer de répondre un peu à ces questions-là. Pour ça, on va faire une analyse un peu historique de l'émergence des marchés. Mais d'abord, il faudrait définir ce qu'on entend par réguler. Donc, qu'est-ce que ça veut dire réguler? Donc, réguler, fondamentalement, ça veut dire définir des règles. Et effectivement, en fait, il n'y a pas de marché sans régulation. Les marchés, finalement, ce sont des ensembles de règles. Il faut d'abord définir des règles pour qu'on ait même une infrastructure de marché. Tout le monde pense que les marchés, enfin, parfois ou de manière naïve, on peut penser qu'un marché, c'est quelque chose qui émerge naturellement. Mais non, les marchés, c'est très organisé. Les marchés, on doit définir d'abord ce qu'on a le droit d'échanger. On doit définir des règles d'échange pour sécuriser les échanges, définir des droits de propriété. Si il n'est pas reconnu que je suis propriétaire de ce lot, eh bien, évidemment, je peux essayer de le vendre sur un marché, mais quelqu'un d'autre peut essayer de me le voler, de le vendre sur un marché, ou etc., etc. Enfin bref. Et donc, en fait, les marchés ne peuvent exister qu'à partir du moment où on définit des tas de règles, des droits de propriété, des règles sur les systèmes de mesure pour mesurer la qualité, la quantité, etc. On doit aussi définir des règles sur la manière dont l'offre va rencontrer la demande, ne serait-ce qu'un lieu. Le marché a lieu tel jour à telle heure et de telle heure à telle heure, enfin, etc., etc. Donc, tous les marchés sont très organisés. Après, il y a une infinité de variations dans ces modes d'organisation, mais il faut définir des règles communes. Une fois qu'on a défini des règles, ça ne suffit pas, parce que ces règles, il faut s'assurer que les gens les respectent. Ça va être un élément important de l'organisation des échanges. Si les gens ne respectent pas les règles, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir de la méfiance qui va s'établir entre les parties prenantes. Comme la méfiance va s'établir, elles vont essayer de se protéger contre le fait que, par exemple, si elles achètent 1 kilo de grains, eh bien, en fait, elles auront moins d'1 kilo de grains, ou elles auront un mélange de grains et de cailloux, enfin, etc. Et donc, si les parties prenantes se méfient les unes des autres, elles vont essayer de se protéger. Alors, elles peuvent se protéger de multiples manières, mais tout ça, on le comprend intuitivement. Ça va aboutir, en fait, à des tas à la mise en œuvre de systèmes de protection. Par exemple, on va vérifier grain par grain le contenu du lot, et ça va nous faire perdre beaucoup de temps, et ça va générer ce qu'on appelle des coûts de transaction. Et puis en plus, si les règles ne sont pas respectées, ex ante, eh bien ex post, il y aura des conflits. Donc on va se dire, ben non, tu m'as donné 3 kilos enfin, tu m'as donné 500 grammes de grains et 500 grammes de cailloux, donc tu dois rembourser la moitié de ce que je t'ai donné, etc., etc. Alors éventuellement, il nous faut un juge de paix, sinon chacun prend sa Kalachnikov et c'est celui qui tire le plus vite qui gagne. Voilà. Mais disons, et alors si évidemment on en est à la Kalachnikov, qu'est-ce qui va se passer? Personne va venir échanger. Et donc, on va pas avoir de marché. Chacun sera dans une économie autarcique et on ne va pas bénéficier des gains de l'échange sur lesquels je reviendrai plus tard. Voilà. Donc, tout ça fait qu'il faut déjà des règles pour organiser les marchés. Historiquement, il y a plein de marchés qui ont émergé grâce, effectivement, à de l'autorégulation, c'est-à-dire
des marchands, des paysans, des villageois, enfin, etc., qui définissaient des règles pour pouvoir échanger de manière sécure, pour exclure du marché ceux qui ne sont pas honnêtes, etc., etc., pour avoir un sage qui règle les conflits, etc., etc. Et donc, c'est ça, réguler les marchés d'abord. Ensuite, ça, c'est une première chose. C'est un premier niveau de régulation des marchés. C'est les règles qui permettent d'organiser l'échange de manière collective. Un marché, c'est un échange collectif. C'est quelque chose qui va permettre de coordonner des gens hétérogènes. Et le mieux, en plus, c'est que si on arrive à définir des règles que les gens, enfin, dans lesquelles les gens ont confiance, en fait, c'est que ce marché va permettre des échanges entre des individus qui ne se connaissent pas, donc entre des individus qui ne sont pas du même village, de la même région, etc. Et ça va être un facteur formidable d'efficacité au plan collectif, puisque ça va permettre des échanges entre anonymes à grande distance. Et donc, ça va permettre de bénéficier, en fait, des gains de la division du travail à une très large échelle, où ça va permettre aussi de bénéficier de l'accès à des ressources qui sont situées lointainement et donc qui sont éventuellement différentes, etc. Donc, ça va permettre de bénéficier de tout ça. Cela étant, il y a un deuxième niveau qui est d'organiser la concurrence. Il y a plein de marchés qui historiquement existent, donc on a organisé des infrastructures de marché, mais qui sont fermés. Pensez par exemple au marché de l'Europe médiévale. L'Europe médiévale, en fait, comme vous le savez, vous avez tous entendu parler, les marchés, ils sont organisés à la fois autour des foires, hein, les foires de Champagne, etc. Ça, c'est pour le marché longue distance, mais les marchés locaux, ils sont organisés par les fameuses corporations, les guildes, etc. Ils sont aussi organisés par les municipalités. Et ces marchés, en fait, n'importe qui ne peut pas y accéder. Typiquement, les corporations, elles ferment l'accès au marché. Elles ne permettent pas l'entrée dans une industrie. Alors ça s'explique, c'est pour protéger les investissements que font les artisans dans l'acquisition de savoir-faire, dans l'acquisition d'outillage, etc., dans une spécialisation. Donc c'est pour ça qu'on a des numerus clausus professionnels, mais d'un autre côté, évidemment, on ne permet pas l'entrée sur ce marché. Alors d'un côté, la guilde donne une assurance qualité aux consommateurs, mais d'un autre côté, elle empêche la concurrence et donc elle éventuellement empêche les consommateurs, les utilisateurs de bénéficier de ce qu'apporteraient des nouveaux entrants, c'est-à-dire plus de concurrence et une baisse des prix, ou de l'innovation technologique. Et donc les marchés, en fait, la concurrence n'est pas quelque chose qui émerge naturellement avec les marchés. On peut avoir des marchés organisés, mais beaucoup de marchés organisés ne sont pas concurrentiels. Donc la concurrence, c'est aussi un effort supplémentaire pour l'organiser. Et ça passe par, d'une part, la mise en œuvre de règles sur l'entrée dans le marché, et d'autre part, sur la mise en œuvre de règles du jeu concurrentiel pour que la concurrence soit loyale, etc. Par exemple, dans toutes les économies modernes, on interdit le dumping, c'est-à-dire la vente à perte pour éliminer les concurrents les plus faibles du marché, et de manière ensuite à se retrouver en situation dominante, etc. Donc ça, c'est l'organisation de la concurrence, et c'est une deuxième dimension de la régulation. Et puis il y a une troisième dimension de la régulation qui est d'assurer l'efficacité. Et ça, c'est encore autre chose. Alors, efficacité, il faut l'entendre aussi ici au sens collectif, hein, c'est assurer l'efficacité collective. Alors, par exemple, il y a des marchés, enfin, une des choses qui caractérise les marchés, c'est que ce sont des systèmes permettant en fait à des acteurs, à des preneurs de décision de se coordonner dans l'échange. Et les preneurs des décisions, ils prennent des décisions décentralisées. C'est ça que permet le marché, que permettent les règles de marché. Il arrive, sur tous les marchés, c'est inhérent au marché en quelque sorte, que les décisions qui sont prises ne soient pas coordonnées. Et à ce moment-là, ça peut provoquer en fait un effondrement systémique du marché. Alors typiquement, c'est ce qui arrive de manière récurrente sur des marchés financiers, mais ça peut arriver dans un système électrique aussi, etc. Il y a des industries où le marché en fait ne va pas s'autoréguler
dans le court terme facilement ou dans le très court terme. Et donc, du coup, le marché peut s'effondrer. Et à ce moment-là, on peut instaurer des règles collectives pour éviter ceci. Et c'est ce que font fondamentalement, par exemple, sur les marchés financiers, les banques centrales ou les régulateurs financiers. Ils sont là pour éviter en fait l'effondrement catastrophique du marché. C'est ce que font aussi les régulateurs électriques ou certains acteurs du secteur électrique. Il y a d'autres fonctions qui peuvent être assurées par voilà, d'autres choses qui jouent. Hein. Par exemple, il peut y avoir des asymétries entre les deux côtés du marché. Par exemple, les consommateurs ne sont pas suffisamment informés pour pouvoir bien juger de la qualité des produits offerts, etc., etc. Et à ce moment-là, effectivement, ça va fausser le fonctionnement du marché. Et donc, du coup, on peut rétablir, grâce à des règles, un bon fonctionnement du marché, un marché plus efficace, etc. Donc, assurer l'efficacité du marché, c'est encore un dernier élément qui peut justifier ce qu'on appelle globalement la régulation. Maintenant, comme je viens de l'expliquer, il n'y a pas de marché sans régulation. Cela étant, il est important de revenir sur la manière dont historiquement les marchés ont émergé, dont les systèmes d'échange ont émergé, pour comprendre que historiquement, la régulation, elle ne garantit pas la concurrence, et deux, elle ne garantit pas la recherche de l'efficacité. C'est-à-dire les deux derniers éléments que je viens d'évoquer, organiser la concurrence et assurer l'efficacité, ce n'est en rien, entre guillemets, naturel dans la dynamique d'apparition et d'évolution des marchés. Je vais vous proposer en fait une brève histoire de l'humanité et des marchés. Donc en 3 minutes, hein, évidemment, donc je résume. Mais en fait, pour comprendre l'histoire des marchés, il faut comprendre aussi l'histoire des civilisations et des sociétés hiérarchiques. Donc en fait, les sociétés hiérarchiques, elles émergent avec la révolution néolithique, c'est-à-dire avec l'apparition de l'agriculture. À partir du moment où l'agriculture émerge, il y a les chasseurs-cueilleurs ne sont plus doivent s'organiser en société, et ils s'organisent en société hiérarchique parce que il va y avoir des gains à l'efficacité, à diviser le travail entre ceux qui vont exploiter la terre et ceux qui vont protéger le territoire, ceux qui vont devenir des guerriers pour protéger et pour assurer la paix. Alors pourquoi ça n'existe pas dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs ? Parce que dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, d'abord on est au seuil de survie, donc on ne dégage pas de surplus en termes de calories qui permet de nourrir une caste supérieure. Et puis surtout, on n'a pas besoin de protéger en fait des actifs, des ressources. Parce qu'on n'en a pas, tout simplement. À partir du moment où on est une société qui est sédentaire et qui cultive la terre, en fait, on a besoin de protéger les ressources, tout simplement parce que la ressource est appropriable. Il suffit que une tribu voisine fasse un raid juste après la moisson pour récupérer la totalité de votre travail. Et donc, il faut se protéger, etc. Et donc, il va y avoir dans ces sociétés une apparition d'une hiérarchisation des fonctions avec des guerriers qui vont protéger la société. Et ils vont profiter de cette capacité d'usage de la violence pour... d'une part pour obtenir un rôle social, évidemment, mais aussi pour prélever la rente qui est produite par le travail des agriculteurs. Alors évidemment, je résume en 2 minutes, hein, donc je sais que c'est plus compliqué que ça. Mais c'est comme ça que ça... En gros, c'est comme ça que ça se passe. Donc il y a des sociétés hiérarchiques qui vont s'organiser. Et ces sociétés hiérarchiques, en fait... Eh bien, elles vont s'organiser avec effectivement cette congruence entre le monopole de la violence qui va devenir la violence légitime, donc les détenteurs du pouvoir politique,
et la capacité en fait à imposer un ordre à la société. D'accord ? Comment les sociétés vont s'organiser à partir de là ? Eh bien, les sociétés vont organiser, ces classes dirigeantes, ces classes de politique, ces classes dirigeantes vont organiser la société de manière hiérarchique et l'économie de manière hiérarchique en organisant en fait une économie qui n'est pas concurrentielle, où on donne à chacun des individus dans l'économie un rôle qui est prédéterminé en quelque sorte par sa caste typiquement, sa naissance, etc. Donc si vous êtes paysan, si vous êtes fils de paysan, vous serez paysan. Si vous êtes fils de savetier, vous êtes savetier. Si vous êtes fils de militaire, etc. Enfin bref, donc des sociétés qui sont très hiérarchiques et où en fait il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de marché concurrentiel organisé, ce qui permet de générer des rentes qui sont capturées par l'élite qui redistribue une partie des rentes au reste de la société pour maintenir son pouvoir sans utiliser en permanence la violence. Et ces sociétés, en fait, sont extrêmement stables sur le long terme. Elles sont tellement stables que, en fait, ce qu'on appelle aujourd'hui une société en développement, c'est une société qui est encore organisée comme ça. Et si vous prenez l'Europe médiévale, ou même l'Europe du XVIIe siècle, c'est une société qui est organisée comme ça. C'est une société qui est organisée en caste, avec une économie non concurrentielle. Il y a de l'échange, donc on a quelques marchés, on a des embryons de marchés, mais on n'a pas des marchés concurrentiels et on n'a pas des marchés organisés pour assurer l'efficacité collective. D'accord ? Et en fait, c'est ce qui va se passer à partir du XVIIe siècle ou du XVIe siècle. C'est un long processus de changement en Europe et en Occident. Ça va être l'émergence d'un nouveau modèle économique et politique alternatif à ces organisations des sociétés autour de hiérarchies immuables. Alors on peut changer le nom du roi, hein, mais ça reste... Voilà, on peut changer, effectivement, le favori peut disparaître, etc. Mais la structure générale de la société ne bouge pas. D'accord ? Et les paysans restent paysans. Voilà. Ce qui va se passer à partir du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, c'est un long processus, c'est l'émergence d'un modèle alternatif qui est le modèle libéral. Alors, qu'est-ce qui caractérise le modèle libéral ? Du côté de l'économie, en fait, vous avez des marchés concurrentiels. Vous avez des marchés concurrentiels, donc on permet l'entrée sur les marchés, et cette entrée, elle permet, et on développe les marchés. C'est-à-dire que les marchés ne sont plus des marchés locaux, non concurrentiels, etc. L'Europe du Moyen-Âge, en fait, le marchand de Pise, il n'a pas le droit nécessairement d'aller vendre à Gand ses biens, etc. Il peut éventuellement obtenir un droit, etc. Mais la circulation entre les marchés n'est pas libre, etc., etc. Et les pouvoirs politiques utilisent justement le fait de donner des faveurs, etc., pour justement capturer la rente qui est produite éventuellement par le commerce au long cours et s'enrichir et profiter de leur pouvoir, etc., etc. Ce qui va se passer à partir du XVIIIe siècle, à partir du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, c'est que progressivement, les pouvoirs politiques en Occident vont comprendre qu'ils ont intérêt à un développement de l'économie. Pourquoi ils ont intérêt à un développement de l'économie ? Parce que ça va leur permettre d'améliorer leurs recettes fiscales et donc de renforcer leur puissance militaire et donc politique. Donc c'est ça qui, au départ, va donner naissance à cette évolution. Petit à petit, en fait, les marchés vont s'élargir. Donc, on va avoir un développement de marchés plus larges. Alors, typiquement, par exemple, si on prend l'exemple de la France, une des choses qui se passe au XVIIIe siècle et qui est achevée, en fait, par la Révolution, c'est la transformation d'un pays qui était fait de 300 régimes juridiques différents sur le territoire, et donc avec des régimes fiscaux différents, etc., etc. Chaque région, chaque ville avait son... etc. Donc un marché qui n'était pas intégré. Et ce que fait la Révolution, c'est un marché intégré. Et ça développe la puissance de l'économie française, évidemment. Entre parenthèses, les souverains français l'avaient très bien compris.
En fait, toute la politique de Louis XIV jusqu'à Louis XVI, la politique économique, c'est une politique d'intégration de ces marchés. Mais ils se sont heurtés, en fait, d'une part à la résistance de l'aristocratie, qui n'en voulait pas, qui ne voulait pas de changement du régime, et de l'ensemble, justement, de ces juridictions qui s'accrochaient chacune à leurs privilèges. Et c'est une des raisons de la Révolution. C'est absolument évident, en quelque sorte. Donc, le XVIIIe siècle, enfin, je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Et donc, effectivement, si vous interprétez le XVIIIe siècle français, c'est le passage. En fait, c'est une opération de marché unique. Hein. Progressivement, on a créé un marché unique en France. Voilà. Et puis on a refait ça en Europe quelques années plus tard. Mais voilà. Et ça a été un booster, évidemment, du développement de la division du travail. Pourquoi ? Parce que quand vous avez des plus grands marchés, vous pouvez approfondir la division du travail, donc renforcer l'efficacité. Et comme l'a très bien montré Adam Smith avec sa manufacture d'épingles et autres, en fait, quand on étend les marchés et quand on divise plus le travail, on a deux gains en efficacité. On a un gain en efficacité qui est lié au fait que on se spécialise plus. Mais il y a un autre gain en efficacité, c'est que comme on se spécialise plus, les tâches sont plus simples et donc on peut plus facilement substituer le capital au travail, c'est-à-dire automatiser. Et ça va être et ça c'est le deuxième facteur qui permet d'augmenter l'efficacité. L'autre facteur évidemment qui permet qui est porté par la concurrence, quand on a des marchés plus concurrentiels, c'est que ça permet l'innovation. Typiquement, comme vous le savez, un des problèmes que posait l'organisation médiévale justement de la certification de la qualité autour des corporations, c'est que au bout d'un certain temps, elles ont freiné le progrès technique et elles ont freiné en fait l'adoption des innovations pour faire simple liées à la révolution industrielle. Et donc, c'est la raison pour laquelle elles ont perdu leur crédibilité et qu'elles ont fini par disparaître partout en Europe, etc. Et donc, ça aussi, c'est la concurrence qui permet effectivement aux innovations, aux nouveaux entrants d'arriver avec des nouvelles technologies, des nouveaux produits sur les marchés, etc. La deuxième chose qui est concomitante de cette révolution libérale, c'est la transformation des régimes politiques. Avec effectivement l'adoption progressive de systèmes démocratiques. Alors, la démocratie, on le sait tous, ce n'est pas les élections, puisque aujourd'hui, tous les pays du monde font des élections, mais on sait que dans la plupart des pays, elles ne sont pas très démocratiques. La force de la démocratie, évidemment, c'est d'abord que dans un système qui tend vers la démocratie, enfin, on met en place des mécanismes de contrôle des abus de pouvoir. Et ce qui caractérise fondamentalement un régime autocratique par rapport à un régime démocratique, c'est que dans un régime autocratique, il y a beaucoup plus d'abus de pouvoir que dans un régime démocratique, etc. Et ça a une traduction économique, c'est que les abus de pouvoir dans l'économie, ils se traduisent par le fait que je donne un marché à mon copain plutôt qu'à la firme la plus efficace. Bref, et donc je gère de manière inefficace l'économie. Dans une économie où l'État représente 1 ou 2% du PNB, etc., c'est-à-dire une économie d'un État qui n'est pas développé, je parle de l'État qui n'est pas développé, mais en général, l'économie n'est pas développée non plus, c'est-à-dire un proto-État, c'est pas très grave si la dépense publique n'est pas... voilà. Mais dans une économie où on produit beaucoup de biens publics, etc., dans une économie qui produit 50% de sa richesse, enfin qui dédie 50% de sa richesse, ou dont 50% de la production est liée à la production de biens publics, que ce soit l'État central ou les municipalités, c'est pas très grave. Évidemment, les gâchis qui sont là, ils peuvent être très importants, et donc c'est très important pour l'efficacité générale de l'économie d'avoir un mécanisme démocratique, un mécanisme de contrôle des abus de pouvoir. Et puis, d'une manière plus générale, la grande force de la démocratie, c'est aussi de produire des capacités réflexives. Évidemment, il y a les électeurs, mais derrière les électeurs, il y a tous les
il va y avoir les élus, etc., qui vont être dans une démarche permanente d'analyse des faiblesses du système, pourquoi ça n'a pas marché, etc., etc. Alors qu'on sait bien que dans un régime autocratique, personne n'ose dire au dictateur ou à la classe dirigeante, etc., ce qui ne va pas, etc. Et donc, Catherine II ne voit pas que les serfs sont en train de mourir de faim et Brejnev ne voit pas que l'économie est en train de s'effondrer. Et donc, personne ne prend de mesures, etc. Et donc, la force des démocraties, c'est fondamentalement ça. Et c'est ça, et c'est la raison pour laquelle, en fait, ces pays qui ont réussi à faire cette transition entre guillemets démocratique et vers les économies de marché ont été aussi successful, si je puis employer l'expression, tout simplement parce que effectivement il y a un cercle vertueux. Alors évidemment tout ça, ça ne marche que parce que en fait il y a quelque chose qui caractérise ces sociétés, c'est l'état de droit. C'est le fait que les droits individuels des individus sont garantis de manière crédible. C'est-à-dire, c'est pas simplement que vous avez un droit écrit dans la Constitution, hein, parce que si vous lisez la Constitution russe aujourd'hui, elle est pratiquement aussi belle que la Constitution française. Simplement, on sait que le droit de critique en Russie, c'est voilà, il faut faire attention, on peut avoir un accident, etc., etc. Et sans parler de tas d'autres régimes, etc. Voilà. Donc l'état de droit, c'est à la fois des droits et des institutions qui les garantissent de manière crédible. Donc c'est une justice pas corrompue, une police pas corrompue, enfin, etc., etc. Et c'est vrai dans la sphère civique comme dans la sphère économique. Vos droits de propriété, voilà, vous pouvez pas être, vos actifs ne peuvent pas être privatisés du jour au lendemain, etc., etc. Et là encore. Mais je vais arrêter de prendre des exemples sur la Russie parce que voilà. Mais c'est vrai que si vous pensez à ce qui s'est passé après l'arrivée au pouvoir de Poutine, etc. Pardon, hein? Ah oui, non, il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Voilà. Donc voilà. Et donc voilà. Alors finalement, ce que l'on a, enfin, tout à l'heure, j'ai commencé mon intervention en parlant. Pardon? Il y a la Corse, oui. Oui, non, mais c'est un bon exemple de modèle où il n'y a pas d'état de droit, ni droit de propriété, ni de droit civique, etc. Voilà. Et l'état de droit, enfin, tout à l'heure, j'ai commencé mon intervention en parlant de ces fameuses autorités administratives indépendantes, en fait, et parce que, en fait, l'apparition de ces régulateurs qui régulent l'économie aujourd'hui et qui sont relativement indépendants, l'apparition de ces régulateurs, en fait, s'explique historiquement par comme finalement l'émergence de l'état de droit dans l'économie, avec des régulateurs qui ont progressivement été érigés en régulateurs indépendants pour essayer d'assurer non seulement le fonctionnement efficace des marchés, mais par ailleurs, enfin, non seulement le fonctionnement des marchés, mais la concurrence et la concurrence non biaisée et des règles ou la mise en œuvre et mise en place de règles tendant en fait à un fonctionnement efficace des marchés. Alors, historiquement, en fait, ces régulateurs, ils émergent au XXe siècle, au début du XXe siècle, à toute fin du XIXe, au début du XXe siècle, mais c'est plutôt au début du XXe siècle et même largement dans les années 20-30 aux États-Unis. Et la raison pour laquelle ils émergent aux États-Unis, c'est que précisément, ils ont émergé dans un contexte où en fait, il y avait un espèce de marché libre aux États-Unis. Ce qui caractérisait l'économie américaine, c'était qu'il y avait un État très faible, un État fédéral quasi inexistant et une économie très libre, et donc qui a conduit à un certain nombre d'excès, et notamment à l'apparition de ces trusts qui ont eu des comportements qui ont véritablement
conduit à menacer l'ordre public, hein, parce que les fameux trusts de la fin du 19e, ils sont construits à la pointe du Colt en grande partie, avec des méthodes quasi mafieuses, etc. Et donc, en dépit de l'horreur éprouvée par la plupart des migrants américains face à ce que c'était qu'un État, parce qu'ils avaient pour la plupart fui des États oppresseurs en Europe, ils ont demandé l'intervention publique dans l'économie pour réguler cette économie un peu débridée. Et c'est ce qui a donné naissance aux fameuses lois antitrust qui sont passées entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle. Et puis ensuite, à l'adoption de lois pour réguler un certain nombre d'activités qui ne fonctionnaient pas bien. Et comme l'État américain n'avait pas d'administration centrale, en fait, il a créé des agences fédérales, et c'est comme ça que sont nés ces régulateurs américains. Mais jusque dans les années 80, enfin 70, ce modèle est resté un modèle purement américain et lié en fait à l'originalité du modèle américain. En Europe, en fait, on avait des économies de marché, mais les économies de marché, elles étaient très largement régulées par des États et par des gouvernements qui, en général, avaient des... alors ça, c'était l'héritage de la Première Guerre mondiale, puis de la Deuxième Guerre mondiale, etc., qui en général, en fait, organisaient l'économie de manière un peu à moitié planifiée. Alors parce qu'il avait fallu, pendant la Première Guerre mondiale, organiser l'effort de guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, organiser la reconstruction. Et donc, on avait des ministères qui pilotaient des industries, alors qui pouvaient être détenues par des capitalistes privés ou qui étaient des entreprises publiques, mais qui étaient très largement sous le contrôle des ministères, etc. Et c'était le modèle. Voilà. Et d'ailleurs, on était dans des économies pas très libérales, beaucoup de prix étaient régulés, enfin, etc., etc. Donc, il n'y avait pas de problème. Enfin, en tous les cas, c'était cohérent. Ouais. Il y a eu effectivement un changement dans tout ça qui a été d'abord ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, donc, où l'arrivée au pouvoir des conservateurs au début des années 80, incarnée par Margaret Thatcher, a conduit à une politique de libéralisation des industries qui étaient régulées, qui était violente, etc. Et en fait, l'objectif était un objectif purement véritablement politique au départ, qui était de casser en fait la cogestion de l'ensemble de l'économie britannique entre les syndicats et le gouvernement, hein, qui a été considéré par les conservateurs comme un facteur d'inefficacité totale, etc. Et donc, la raison pour laquelle il y a eu des dérégulations en Grande-Bretagne, c'est avant tout en fait, un objectif politique au départ. Bon, il s'est avéré que ça a produit des effets économiques favorables en termes d'efficacité, etc., etc. Je ne parle pas de la casse sociale, etc. Hein. Bon, ok, moi aussi je vais au cinéma, etc. Mais effectivement, ça a renforcé voilà, l'efficacité. Bon, peu importe. En tout état de cause, et je ne veux pas du tout discuter du bilan, hein, c'est pas mon propos, c'est simplement pour dire que en fait, l'apparition des régulateurs en Grande-Bretagne, des régulateurs indépendants, a été motivée par quelque chose de totalement différent du cas américain, où là, il s'agissait non pas, dans le cas américain, il s'agissait de réguler une économie débridée. Dans le cas anglais, il s'agissait de casser des monopoles publics et des monopoles syndicaux d'une économie totalement planifiée. Hein, il faut quand même le dire, la Grande-Bretagne était une économie très, très planifiée à cause de ça. Enfin, ou co-gérée, vous le dites comme vous voulez, mais bon. Et puis ensuite, la troisième chose, ça a été la construction européenne. La construction européenne, en fait, l'idée, ça a été de faire un grand marché, une intégration de marché. Et pour ça, en fait, il fallait justement casser l'organisation préexistante des marchés qui était purement nationale. Et donc, et c'est la raison pour laquelle, en fait, petit à petit, en Europe, on a adopté, hein, parce que je dis bien on a, parce que ce n'est pas l'Europe qui nous impose des règles, c'est nous, même si ce n'est pas vous, mais c'est nous,
collectivement, qui choisissons des règles communes en Europe. Jusqu'à présent, c'est un système démocratique où on a des gouvernements qui nous représentent à Bruxelles, qui choisissent de créer, par exemple, d'avoir une politique de marché unique, etc. Bien, donc il y a eu le choix d'une politique de marché unique, motivée pour ces raisons de division du travail, de renforcement de la concurrence, enfin, tout ça, etc. Plus d'intégration politique, puisque, comme on l'a vu tout à l'heure, l'intégration politique et l'intégration... le libéralisme politique et le libéralisme économique, c'est un peu lié. C'est pas complètement séparé, toutes ces questions-là. Enfin, toujours est-il qu'il y a eu ces choix qui ont été faits au niveau européen, et donc il fallait casser le lien qui existait entre les ministères et les entreprises, les opérateurs, qui n'étaient pas toujours des entreprises, qui étaient parfois des administrations nationaux, qui étaient évidemment, qui avaient des intérêts complètement convergents avec les ministères, etc. etc. D'où cette idée de créer des régulateurs indépendants qui étaient indépendants, en fait, du pouvoir politique, pour que, par exemple, quand on attribue des marchés ou des fréquences hertziennes, on ne choisisse pas forcément celui dont on est actionnaire, puisque l'État, qui est éventuellement actionnaire d'une entreprise publique, évidemment, a intérêt à favoriser son entreprise, etc. etc. D'où l'émergence de ces agences indépendantes. Donc, historiquement, effectivement, les agences indépendantes, elles sont nées un peu dans différents contextes, mais au fond, petit à petit, elles ont convergé pour gérer des économies qui, de plus en plus, se ressemblent. Et donc, le régulateur idéal, le régulateur indépendant, il doit être compétent. Alors, pourquoi il doit être compétent ? Parce que le régulateur indépendant, c'est des gens qui... Alors, les régulateurs, en fait, ils gèrent des secteurs d'activité. Et pourquoi ils gèrent des secteurs d'activité ? Parce qu'ils gèrent tous les marchés interreliés au sein de ces secteurs d'activité. Alors, on comprend intuitivement que c'est assez logique d'avoir un régulateur de la finance, un régulateur des systèmes énergétiques, un régulateur des systèmes de transport, etc., etc. C'est pour ça qu'on a des régulateurs indépendants. On comprend intuitivement que même s'il y a des points communs entre le transport, l'énergie et la finance, il y a aussi beaucoup de différences, que ce ne sont pas nécessairement les mêmes acteurs, que ce n'est pas exactement la même économie, que ce n'est pas exactement les mêmes problèmes techniques, etc., etc. Et on comprend aussi intuitivement par ailleurs que pour réguler des secteurs, il faut beaucoup de compétences. Il faut des compétences à la fois techniques, il faut très bien comprendre la techno-économie d'un secteur. Il faut des compétences stratégiques, il faut comprendre les stratégies des acteurs, les stratégies industrielles et financières, etc. Les acteurs, eux, ils jouent sur beaucoup de tableaux à la fois. Et puis, il faut avoir des compétences aussi juridiques, institutionnelles. Il faut comprendre le cadre institutionnel dans lequel on travaille, etc. Et donc, ces régulateurs, il faut qu'ils soient très compétents pour arriver à gérer des règles extrêmement complexes. Et en jouant sur ces règles, en fait, essayer d'établir un fonctionnement de marché où il n'y a pas d'incident grave, où il n'y a pas d'abus de position dominante, etc., etc. Sachant que souvent, le diable est dans les détails, le diable est dans cette technique d'interconnexion entre deux réseaux, dans l'accès de tel opérateur aux données de l'autre opérateur, etc., etc. Donc, il faut évidemment qu'il soit impartial. Et cette impartialité, elle est importante à la fois vis-à-vis des opérateurs privés, mais vis-à-vis du gouvernement et de l'État, quand l'État est actionnaire. Or, en fait, à cause de cette histoire qui est la nôtre, dans pratiquement tous les pays, même quand les entreprises, les anciens monopoles publics ont été privatisés, l'État reste fortement actionnaire. Et puis l'État, il n'est pas simplement qu'actionnaire. L'État, il est le mandant de ses électeurs. Et les électeurs, eux, ils peuvent avoir des préférences à court terme qui vont contre leurs intérêts à long terme. Un exemple récent dans l'actualité, vous avez tous entendu parler de cette histoire où, en fait, le gouvernement a forcé la SNCF à acheter des rames de TGV pour faire du transport régional à petite vitesse. Bon, pour la collectivité, c'est un gâchis fantastique de ressources.
Vous, moi, on paye des Ferrari pour transporter du lait, ça n'a pas de sens. Mais on le fait parce que voilà, parce que le gouvernement aurait estimé qu'il perdrait les élections si on perdait quelques emplois à Belfort, etc., etc. C'est ça aussi, la question de l'indépendance du régulateur. Le régulateur, lui, peut justement, s'il est véritablement indépendant, dire ça, c'est l'intérêt collectif à long terme, et il faut séparer le problème de l'efficacité collective de la compensation des perdants, quand il y en a. Et ça, c'est un autre problème, c'est un problème de redistribution sociale, etc., etc. C'est un problème. Mais il ne faut pas mélanger les choses, parce que sinon, évidemment, après, il y a les travailleurs de Belfort, il y a les travailleurs de machin, les travailleurs de trucs, etc. Et à la fin, effectivement, on est la Corée du Nord, au sens où, évidemment, on a une économie complètement autarcique, on se suffit à soi-même, mais au bout de quelques années, on est 50 ans en arrière, au bout de 60 ans, on est 70 ans en arrière, etc., etc., par rapport à ceux qui ont profité des opportunités que donnent les marchés ouverts, la division internationale du travail, la spécialisation, etc. Et puis, mais bien entendu, il faut donc que le régulateur n'agisse pas de manière indépendante pour l'indépendance. Il faut qu'il soit responsable et qu'il soit effectivement qu'il soit responsable au sens anglo-saxon du terme, accountable, qu'il défende l'intérêt général. Alors tout le problème effectivement des régulateurs indépendants, c'est que précisément les régulateurs indépendants, ils ne sont pas formés d'individus qui sont élus. Et aujourd'hui, la grande argumentation autour du fait que c'est les politiques élus qui devraient reprendre le pouvoir sur l'économie, c'est que eux, ils sont accountable, alors que tous les autres, les experts, etc., ne le sont pas. Mais précisément, comme je viens de le montrer avec mon histoire de Belfort, etc., le problème, c'est que écouter les électeurs ne garantit pas l'intérêt général. Et on le voit encore avec on le verra dans 10 ans avec le résultat des élections américaines aujourd'hui. On verra si ça a bénéficié aux fameux électeurs du Midwest américain. Personnellement, j'en doute un petit peu. Mais voilà. Donc et il y a beaucoup d'exemples historiques pour renforcer ce genre d'idée. Donc le problème, c'est comment ils vont être rendus responsables, comment ils vont s'en tenir à l'intérêt général et non pas, en fait, détourner le pouvoir qu'ils peuvent avoir pour faire des petites affaires entre amis, pour capturer des rentes, etc. Alors c'est d'autant plus vrai que les régulateurs, évidemment, ils peuvent faire l'objet de manipulation. Donc évidemment, les différentes parties prenantes, alors les parties prenantes, ça peut être les opérateurs, ça peut être ceux qui fournissent les services, mais ça peut être leurs clients, parce que les parties prenantes, c'est parfois des grands clients. Ça peut être aussi tout simplement des groupes d'intérêt. Typiquement, aux États-Unis, vous avez la fameuse organisation nationale des porteurs d'armes, etc., etc. Bon, bref, donc les parties prenantes, ça peut être plein de gens différents, hein, mais c'est pas que le grand capital, même si c'est aussi souvent le grand capital. Enfin, en tous les cas, c'est pas toujours du côté de l'offre. Mais ces gens-là peuvent essayer d'utiliser leur influence pour soudoyer, corrompre évidemment les régulateurs. Quel qu'il soit. Alors, il y a plein de théories là-dessus. Il y a aussi des travaux empiriques qui essayent de comprendre si ça marche aussi bien que ça, etc. Alors, le problème, évidemment, c'est que c'est difficile à observer. Voilà. Mais bon, j'y reviendrai dans quelques minutes. C'est simplement pour dire que, évidemment, les régulateurs, ils peuvent être eux-mêmes manipulés. Ils peuvent aussi faire l'objet de lobbying. Alors, le lobbying, c'est un peu différent de l'achat de l'achat de voix, en quelque sorte. Le lobbying, c'est autre chose. C'est transmettre de l'information qui vous est favorable. Alors le lobbying, en fait, en France, ça a une très mauvaise réputation. En France, on n'aime pas le lobbying. On trouve ça, c'est un gros mot presque, le lobbying. Aux États-Unis, comme vous le savez, le lobbying, c'est quelque chose qui est tout à fait reconnu, etc., comme un élément de la démocratie. Les lobbyistes ont des statuts reconnus, etc. Et à Bruxelles, c'est la même chose.
Et en fait, justement, la question, c'est que la position française est totalement naïve, évidemment. Le lobbying existe. Qu'est-ce que vous croyez qu'on fait dans les fameux dîners en ville, si c'est pas du lobbying? Ou voilà, que font les parlementaires quand ils sont invités par Google à visiter tel et tel, tel et tel studio de Google ici ou là en Californie, enfin, etc. Bref, c'est du lobbying. Et en fait, le lobbying, évidemment, ça existe. La question, c'est effectivement de l'organiser et surtout d'en bénéficier en tant que régulateur. Si vous êtes régulateur, en fait, vous avez besoin d'informations. Vous avez besoin d'informations, vous avez besoin de connaissances. Et donc, en fait, le lobbying, c'est plutôt une bonne chose. Ça vous apporte de l'information. Vous savez juste qu'elle est biaisée. Donc, il faut essayer d'obtenir de l'information de plusieurs groupes. Et c'est ça l'intérêt du lobbying. Démocratiquement, c'est pas si mauvais, le lobbying. Bref. Et puis, la dernière chose, la dernière manière d'influencer les régulateurs, en fait, c'est de les poursuivre. C'est de contester leurs décisions, etc. Parce que... comme dans tout système, entre guillemets, judiciaire, il y a toujours des systèmes d'appel au-dessus des régulateurs. Et quand vous avez des systèmes d'appel, eh bien, vos décisions, si elles ont été mal prises, mal motivées, etc., peuvent faire l'objet d'une annulation, d'un renversement, etc., etc. Or, pour une autorité, avoir une décision annulée, ce n'est jamais très bon, etc. Et donc, en fait, les régulés utilisent toujours des menaces, des stratégies qui mélangent tout ça, l'achat d'influence, l'influence informationnelle et la menace de conflit pour essayer de manipuler le régulateur. Mais encore une fois, tout cela, ce sont évidemment des choses qu'il faut prendre en considération, mais ça ne veut pas dire pour autant que la régulation n'est pas une bonne chose, et ça ne veut pas dire surtout qu'on ne peut pas s'organiser pour gérer en fait ces tentatives de manipulation de manière efficace. Je vous ai donné des exemples sur le lobbying, sur ce qui concerne la menace de poursuite, la menace de conflit, etc. Ça vous oblige à être extrêmement rigoureux, etc. Ça vous oblige à bien motiver, ça vous oblige à respecter le droit. C'est pas finalement si mal que ça dans un état de droit, etc., etc. Par ailleurs, bon, on parle souvent de régulateurs indépendants, mais je sens que faut que j'aille vite, c'est ça Oui, il faut que j'aille vite. Donc, on parle souvent de régulateurs indépendants, mais par ailleurs, il ne faut jamais négliger que les régulateurs, en fait, ils existent dans un système institutionnel, ils ne sont pas du tout indépendants. Les régulateurs, ils ont des missions qui sont fixées par le pouvoir législatif. Donc, ils ont un statut, des missions, des pouvoirs, etc. Donc, des limites de compétences. Bon, ils ont aussi des budgets qui sont votés par le Parlement. Alors, pas dans tous les systèmes, mais en France, c'est le cas, en tous les cas. Et donc, ils ne sont pas du tout indépendants au sens où ils feraient ce qu'ils voudraient. C'est pas des réunions de gens qui n'ont de comptes à rendre à personne. Ils ont des comptes à rendre devant le Parlement. Le pouvoir exécutif aussi a toujours des moyens d'influencer le régulateur, même si, on l'a bien souligné, le régulateur est aussi un des garants du fait que le pouvoir exécutif ne privilégie pas les intérêts de court terme, et notamment son intérêt électoral par rapport à des intérêts de long terme, les intérêts collectifs. Et puis par ailleurs, évidemment, comme on est dans des états de droit, il y a un contrôle juridictionnel et contentieux de toutes les décisions des régulateurs, etc. etc. Donc, ça encadre quand même cette idée qu'on a des agents indépendants qui feraient ce qu'ils voudraient, etc. etc. Alors, moi, je voudrais insister sur quelques idées sur, en fait, ce que c'est aussi que ces régulateurs indépendants et montrer que, même si évidemment nul n'est parfait et tout est améliorable, etc., mais c'est un modèle en fait qui est un modèle de prise de décision qui, même si on n'est pas dans de la représentation démocratique, donc on n'est pas dans ce ne sont pas des individus qui sont élus et qui ont des mandats, etc., peuvent néanmoins s'avérer être des mécanismes efficaces et légitimes de représentation de l'intérêt général et de défense de l'intérêt général.
La première chose, c'est que les régulateurs, ça doit marcher en collège. On doit avoir de la décision collégiale. Fondamentalement, effectivement, si un régulateur est un individu tout seul, un régulateur, c'est dangereux, parce qu'évidemment, c'est plus facile d'influencer une personne, il suffit de capturer son enfant, que d'influencer un collège entier. D'accord ? Surtout si, précisément, le collège est un peu divers. On a des gens qui viennent de différents endroits. Or, les collèges, on a intérêt à les avoir divers si on veut qu'ils soient efficaces, parce qu'on a besoin de compétences diverses. Tout à l'heure, j'ai insisté sur la multiplicité des compétences des régulateurs. Et donc ça, c'est très bien d'avoir des compétences diverses et d'avoir des compétences élevées chez les régulateurs, parce qu'ils doivent traiter d'affaires sophistiquées, ils ont affaire à des gens qui ont des stratégies sophistiquées et qui ont souvent beaucoup de moyens. Les régulateurs... je me souviens d'une fois où on avait organisé dans mon ancienne université à Nanterre, juste après la crise de 2008, une réunion avec des banquiers et des régulateurs. Et il y avait un banquier très cynique, le président d'une grande banque française que je ne citerai pas, qui avait dit quand même à la tribune, alors on n'était pas dans un truc médiatique, mais on était qui avait dit, vous savez, hein, la solution à la crise financière, c'est pas plus de régulation, parce que nous, de toute façon, on est tellement riches, on a tellement de moyens, qu'on aura toujours beaucoup plus de moyens que les régulateurs. Et donc, on aura toujours des solutions pour contourner les régulations. Et donc, inversement, ça plaide pour que, effectivement, les gens qui soient dans les collèges de régulation, sans parler des gens qui travaillent dans les autorités de régulation, mais les gens qui sont dans les collèges de régulation, soient des gens très compétents et des compétences diverses. Cette compétence diverse, elle permet d'une part d'assurer une grande efficacité ou une plus grande efficacité dans les décisions et une plus grande indépendance. Parce que les gens qui ont des compétences diverses, des fonctionnaires, des anciens banquiers, etc., des milliardaires, si tu veux, etc. Ça permet, c'est des gens qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts, pas forcément les mêmes réseaux, etc. Et donc, on ne peut pas aussi facilement les influencer en même temps, avec les mêmes moyens, etc. Par ailleurs, dans un collège, qu'est-ce qui se passe ? Et nous, les universitaires, on sait très bien comment ça fonctionne. Quand on est dans des commissions de recrutement, quand on est dans des jurys, etc., quand on défend une position, il faut la défendre. Il faut convaincre les autres, etc. Et donc, on ne peut pas dire il faut la prendre parce qu'elle est plus jolie ou il faut la prendre parce que je connais son grand-père. Il faut la prendre parce qu'elle a un meilleur CV et qu'elle a fait une meilleure prestation, etc. C'est ça qui se passe. Et donc ça, c'est très important. Les collèges, la décision collégiale, c'est un élément fondamental de la régulation, de cette régulation indépendante, etc. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, les décisions doivent être publiques et motivées. La publicité et la motivation, ça permet précisément d'assurer en partie la responsabilité. Parce que vous perdez votre crédibilité si vous faites n'importe quoi, etc., etc. Et précisément, vous noterez souvent que les élus, ils ne motivent pas leurs décisions. Ils ne motivent pas leurs décisions parce que comme ils sont élus, ils ont la légitimité, alors ils n'ont pas besoin de motiver. Ils disent « Ah ben non, j'ai été élu, je fais ce que je veux. » Ou on est la majorité, on fait ce qu'on veut. On n'a pas à se justifier. Et on fait souvent le contraire de ce pourquoi on a été élu, etc. Mais peu importe. On n'a pas à se justifier. La légitimation est venue ex ante, on n'a plus à la faire ex post. C'est la faiblesse des démocraties, hein. Entre parenthèses. Alors évidemment, la démocratie, on compte sur le côté réélection, etc. Mais le problème, c'est qu'on sait aussi que les électeurs ont la mémoire courte, qu'ils réélisent les gens corrompus, etc. etc. Bon, voilà. Des régulateurs, ils sont parfois aussi élus, pas par l'ensemble des citoyens, mais ils sont élus, et ils sont aussi avec des renouvellements de mandat. Donc on a les mêmes problématiques de renouvellement, etc. Alors, je ne sais pas à quoi la plupart des collèges de régulateurs aujourd'hui en tous les cas en France, sont nommés. Ils sont nommés et dans la plupart des cas, il n'y a pas de renouvellement de mandat. Il y a quelques cas où il y a des renouvellements de mandat, mais ils sont très rares. Donc justement, il n'y a pas trop ce facteur-là. Et le côté collégial est quand même assez limité. Si je peux rebondir là-dessus,
je pense que comment dire, le fait d'avoir des équipes pluridisciplinaires, c'est important sur les gens qui analysent les dossiers. Je trouve que ce n'est pas forcément suffisant. Par contre, sur le collège qui va décider de la sanction, voilà, je ne suis pas forcément convaincu, parce que ça existe déjà depuis longtemps et ça n'a pas forcément fait des preuves extraordinaires, de l'efficacité du collégial sur le décisionnaire. Par contre, je pense qu'il manque de collégial sur les équipes d'analyse des dossiers qui sont remontés aux décisionnaires du... Oui, enfin bon, Parce que les forces d'influence sur même un collège de taille limitée par nature, parce que chez tous les régulateurs, les collèges de décision sont quand même, c'est pas non plus 200 personnes à convaincre, et puis il y en a qui sont parfois plus influentes dans le collège, etc. Donc ça, je pense que c'est très théorique, et c'est pas forcément... Bah, forcément, c'est théorique parce que c'est un propos très général en 40 minutes, etc. Donc forcément, c'est... Mais en même temps, ce que vous dites, ça ne plaide pas du tout contre les collèges. Ça plaide pour des collèges où vous avez des gens de compétences égales, de grandes compétences, etc. Pour pas qu'il y en ait un parce qu'il est 3 fois plus compétent que les autres. C'est sûr que si vous faites un collège où vous mettez... je sais pas quoi, un ancien président de la Cour de cassation et 3 jeunes maîtres de conférences en sociologie, en économie, etc., qui connaissent rien au droit et qu'ils ont à traiter de questions juridiques, c'est sûr que l'un risque d'avoir de l'influence sur les autres. Mais voilà, donc on sait bien ça. Mais précisément, ce que je suis en train de dire, c'est la force des collèges d'avoir... Enfin, d'abord, c'est la force des collèges de fonctionner en collège. Donc, mais il faut qu'ils fonctionnent de manière collégiale. Et c'est pas parce que vous avez un collège que ça fonctionne de manière collégiale. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est que ça suffit pas. Il faut une publicité des décisions, etc., etc. Parce que, effectivement, si le collège se décrédibilise en permanence, bah, évidemment, l'autorité va disparaître, etc. Et les membres des collèges peuvent y prêter une certaine attention, et je vais y revenir dans un instant. Et puis, évidemment, il faut aussi compter sur la vigilance des parties prenantes, qui sont toujours, évidemment, à l'affût de ce qui se passe, et qui donc vont, justement, si le collège ne fonctionne pas, pour différentes raisons, ne fonctionne pas de manière efficace, impartiale, enfin, etc., vont d'une part essayer de contester la légitimité, l'autorité du collège, etc., sur la place publique, vont éventuellement demander des transformations institutionnelles, etc. Donc, on a vu l'histoire des collèges justement de régulateurs montre que, alors surtout dans des domaines un peu controversés comme dans l'audiovisuel, etc., on change le collège, enfin on change les institutions, comme on peut pas changer les régulateurs indépendants, on change l'institution, etc. Mais pour ça, il faut de la légitimité politique, et donc il faut que le collège ait perdu sa légitimité politique. Et aujourd'hui, il y a des collèges qui ont réussi à gagner de la légitimité politique, des régulateurs qui en ont une forte et d'autres qui n'en ont pas, précisément parce qu'il y en a qui ont bien fonctionné ou pas. Et puis, je voudrais juste insister sur justement ce point, en fait, ce qui se passe chez les membres de ces collèges, ces experts indépendants qui sont dans les collèges, qui forcément sont socialement insérés, ils viennent de milieux, etc., etc. Mais en même temps, ces milieux les contrôlent. Et en fait... bon, d'abord, il y a le premier, il y a une littérature abondante sur l'histoire des revolving doors, c'est-à-dire les gens qui vont dans l'industrie, qui vont chez le régulateur et qui reviennent dans l'industrie. Hein, donc la porte-tambour. Bon. Alors, en fait, c'est très compliqué d'analyser ces questions-là. En réalité, il y a autant d'éléments, enfin, en théorie, en tous les cas. Alors, la première façon de voir ces choses-là, c'est de se dire, bah oui, le gars qui vient de la banque, qui va réguler les banques et puis qui repart dans la banque, bon, bah, forcément, quand il était régulateur, il a favorisé les intérêts. Alors, mais de qui? De son ancien employeur, de son futur employeur, etc. Alors, où il a favorisé l'intérêt de la banque contre la société. Bon, ok, peut-être, mais en fait, quand il y a des études qui ont été faites, par exemple, il y a une étude qui a été faite de manière très fine, hein, avec des données, de très nombreuses données, etc., alors non pas sur
sur les régulateurs, parce que les régulateurs, il n'y en a pas tant que ça, etc., mais sur les acheteurs publics au Brésil. Alors, Brésil, s'il y a un pays qui est corrompu, où la corruption existe, c'est bien. Voilà, enfin, c'est un bon exemple. Bon. Et or, en fait, les études qui ont été faites récemment, sur des milliers de cas, des milliers de marchés publics, avec des gens qu'on arrive à suivre pendant une grande période de leur vie professionnelle, etc. Parce que le Brésil est corrompu, mais a de bonnes institutions fiscales et un bon système d'information publique. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'on peut retrouver les corrompus et les condamner quand on se décide à le faire. Mais dans le cas du Brésil, en fait, ce que ces études ont montré, alors c'est pas sur les régulateurs, mais enfin quand même c'est très intéressant, c'est que quand vous avez quelqu'un qui part d'une entreprise et qui va devenir un acheteur public. En l'occurrence, c'était pour les hôpitaux. En fait, il arrive à faire baisser, en tant qu'acheteur public, il arrive à faire baisser la facture que paye son nouvel employeur, l'hôpital. C'est-à-dire qu'en fait, il connaît mieux les coûts, il a une bonne information sur les coûts, etc. Et donc, il arrive à mieux organiser la concurrence entre les fournisseurs. Et par ailleurs, quand il repart dans l'industrie, enfin pour ceux qui partent dans l'industrie, et qui ont été auparavant donc des acheteurs, ce qu'on constate, c'est que leurs nouveaux employeurs, donc dans l'industrie, gagnent plus de marché. D'accord ? Donc vous allez dire ah, mais en fait ils gagnent plus de marché, mais ils baissent leur marge. En fait, ils savent mieux gagner les marchés. Ils ont plus d'informations, ils ont mieux les gars qui ont géré les marchés aident à gagner les marchés. Voilà. Mais c'est pas du tout contre l'intérêt général. Voilà. Donc, ok, c'est une observation, etc. Enfin, c'est des milliers d'observations. Mais c'est pas le cas de la régulation, etc. Mais pensez que les individus, parce que ils changent de fonction, vont forcément, être, prendre en considération l'intérêt de leur employeur passé ou futur contre leur employeur présent, etc. C'est pas forcément aussi juste que cela. Parce qu'ils sont soumis à de nouvelles incitations, parce que aussi, quand vous êtes dans une situation... Il y a des gens on connaît ça aussi dans le monde académique. Il y a des gens qui, quand ils sont le patron d'un petit groupe, ils défendent fortement leur groupe. Et puis un jour, ils deviennent je sais pas quoi, le président de l'université, mais n'y voyez pas d'exemple, ou le patron de je sais pas quoi, de l'école doctorale, comme ça. Ils peuvent devenir, ils défendent plus les intérêts de leurs mandants, etc. Parce que ils estiment qu'ils sont dans une autre position et que avant ils jouaient, leur fonction c'était de défendre l'intérêt de tel groupe, et puis là leur fonction c'est de défendre l'intérêt collectif défini autrement, etc. Ensuite, il y a cette fameuse... en fait, ces experts qui deviennent des régulateurs, en fait, ils font penser à cette institution anglaise des trustees. Donc, les trustees, c'est une institution qui émerge en Grande-Bretagne à partir du Moyen-Âge, dans le droit anglais, en fait, et qui consiste à donner à des gestionnaires, en fait, la gestion de droits de propriété qui sont suspendus pour une raison ou une autre. Par exemple, un enfant mineur qui hérite de ses parents, une affaire économique qui, pour une raison ou pour une autre, ne peut plus être gérée par son propriétaire, etc., etc. Donc, en fait, les trustees, c'est des gens qu'on croit, etc. Et qu'est-ce qu'ils étaient Alors, en fait, petit à petit, c'est devenu une espèce de profession, les trustees. Et en fait, pour eux, évidemment, gérer de manière impartiale, efficace, etc., les affaires d'autrui, c'est une éthique. Mais c'est aussi leur intérêt. C'est aussi leur intérêt parce que ça garantit leur emploi dans ce genre de choses. Et donc,
Et donc, il faut aussi tenir compte de ça. Les régulateurs, en fait, et penser aux banquiers centraux, ça fonctionne comme ça. Les banquiers centraux, les gens qui sont dans tout ce système des banques centrales, ils ont un intérêt à protéger l'intérêt général défini par la politique collective des banquiers centraux, parce que s'ils arrivent à garantir la stabilité monétaire, etc., eh bien, ils auront d'autres opportunités dans ce réseau-là, etc. Et puis, évidemment, tous ces gens-là appartiennent à des réseaux sociaux. Bon, personne n'a envie d'être celui... voilà, enfin, imaginez la vie de Cahuzac, par exemple, aujourd'hui, une fois qu'il sera sorti de prison, etc. Donc évidemment, personne n'a envie d'être mis au banc de la société, etc. Or, si vous ne remplissez pas votre mandat, voilà, tout ça parce que vous avez favorisé des petits intérêts... c'est pas forcément très bon. Voilà. Donc tout ça pour dire, et je vais m'arrêter là parce que là j'ai explosé mon temps de parole, je crois, mais personne ne me l'a signalé. Donc, tout ça pour dire que finalement, c'est... Oui, j'avais pas de régulateur. Finalement, ces régulateurs indépendants, évidemment, je suis d'accord avec vous, on peut améliorer les systèmes, etc., etc. Mais ils représentent en fait une hybridation assez intéressante entre justement le rôle des experts, des parties prenantes, des élus qui effectivement sont légitimes et qui au passage les nomment, ces régulateurs, parce que les régulateurs en France, ils sont nommés par les élus, etc. Mais effectivement, ils sont nommés, non révocables, etc., etc. Et donc, effectivement, ça peut leur donner une certaine indépendance. Et d'une manière plus générale, en fait, ça renvoie à toutes ces nouvelles formes de gouvernance qui émergent dans nos sociétés postmodernes, nos sociétés très complexes, très interconnectées, très interdépendantes, etc., où il s'agit pas, où c'est facile de faire des coups de menton à la télévision et devant les caméras, etc., pour dire qu'on va résoudre le problème du chômage, etc., ou n'importe quoi d'autre, d'ailleurs, à Belfort ou ailleurs, mais où en fait les problèmes sont tellement complexes qu'il faut associer en fait des mécanismes d'expertise, de responsabilité, etc., qui appellent à des nouvelles formes de gouvernance, parce que nos sociétés construites sur des modèles politiques et des modèles d'institutions politiques hérités du XVIIIe siècle, de sociétés beaucoup moins complexes, beaucoup plus fermées, beaucoup moins interdépendantes, beaucoup moins diverses, etc., et avec ces systèmes de démocratie représentative où en fait quelques élus pouvaient effectivement associer compétences, vision de l'intérêt général, etc., etc. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe. Les élus, par exemple, ils ne sont pas tellement accountable. Quand ils prennent des décisions qui sont difficiles à prendre, ils vont les prendre à Bruxelles, et puis après, ils reviennent dans leur circonscription en disant que c'est Bruxelles qui vient d'imposer cela, etc., etc. Donc, dans nos sociétés, on est obligé de réinventer ce modèle qui ne marche plus, on voit bien. Le populisme, c'est évidemment un problème, mais il a des racines réelles. Et la solution au populisme, c'est ces nouveaux modèles de gouvernance qui associent impartialité, réflexivité, proximité aussi avec les intérêts très divers dans nos sociétés. Et évidemment, la régulation, parce que j'ai parlé des régulateurs, parce que c'était l'entrée en matière, mais il y a des tas d'autres choses qui s'inventent aujourd'hui, et des tas d'autres modèles autour de la régulation de la société, la régulation environnementale, la régulation de la société de l'information, etc., qui ne reposent pas nécessairement sur des régulateurs, qui reposent sur d'autres types de mécanismes qui sont aussi intéressants à explorer. Et c'est ce qu'on fait dans la chaire Gouvernance et Régulation, ce qu'on va faire dans le projet Governance Analytics, et c'est ce qu'on fait d'une manière générale dans beaucoup de recherches interdisciplinaires sur la régulation collective aujourd'hui. Et voilà, et je vous remercie de votre attention et je m'excuse d'avoir été aussi long.